Madame, Monsieur, bonsoir. L'opération était des plus difficiles et ils le savaient. Le risque plus qu'élevé. Pourtant, ils n'ont pas hésité à braver le danger, 42 jours sur les routes pour rallier des communes comme Partiaga ou Taori dans la jungle du Grand Est. C'est tout, sauf un voyage de rêve. Malgré ce décor de spectacle paradisiaque, rien ici n'est merveilleux ou paisible. Dans ce territoire grand comme le prestige de ces chaînes de collines cascadées, tout ne paraît que calvaire et danger de mort. C'est la plus grande région politico-administrative du Burkina avec une riche faune et une flore attrayante. Sans oublier son sous-sol qui scintille d'or. C'est tout l'enjeu d'une terre de grandeur convoitée. Dans cet environnement fait de guerre, ces hommes et ces femmes qui n'ont plus rien à perdre sauf leur vie connaissent le pire de l'humanité. La cruauté de leurs semblables, chacun pour soi l'abandon, mais aussi le meilleur, la solidarité, la charité, et l'espoir soutenu par un sacerdoce fait de risque. Celui d'apporter le réconfort et la paix dans les villages en détresse au prix de l'endurance, de blessures et même du sang. Voici l'incroyable périple de l'armée dans la jungle de l'Est burkinabé. C'est la plus coriace et complexe des manœuvres en opération militaire, l'escorte. Celle-là s'étend sur environ 20 km. Et dans l'esprit de beaucoup ici, cette opération de ravitaillement dénommée Charima 2 ou soutien en Goulmachima est exceptionnelle. Elle coûtera donc sans doute du temps, de l'énergie, des vies peut-être. Parti de Fadan cette fin du mois de juin 2024, la mission conduite par le 1er et le 5e bataillon d'intervention rapide doit ravitailler cette commune dans la vaste contrée forestière de l'Est. Une sorte de cercle vicieux, infernal et redoutable. Près de 260 km à parcourir sur une route problématique. Pas de bitume, pas de granulat, raviné à certains endroits. Ces nuits de poules se gorgent d'eau à chaque pluie parce que la météo aussi est capricieuse en ce début d'hivernage. Ce qui accroît le danger des engins explosifs parfois submergés. Rien ici donc n'est fait pour être bienveillant envers les combattants, pourtant décidés à sauver les populations en détresse. Pour y arriver, il faut affronter l'épreuve du trajet. En plus des mines artisanales, il y a des ponts dynamités, la boue, la forêt, la menace d'embuscade. Les obstacles sont innombrables et des routes quasiment impraticables s'il en existe encore. Aux portes du village d'Ougarou, décor de chantier improvisé dans une vallée marécageuse. 4e jour d'un ultime combat pour sauver les derniers véhicules embourbés du convoi. La situation entre-temps s'est enlisée avec une inquiétude grimpante par là. Pour les commandants des unités, il faut éviter de traîner sur la route au risque de compromettre le ravitaillement très attendu par de milliers de ménages affamés. Alors, à l'étape actuelle, les convoyeurs malchanceux vont devoir accepter la douleur de perdre leurs biens, comme ce militaire à la retraite reconverti en routier. Avec les commandos, il n'a pratiquement pas dormi depuis 3 nuits au chevet de son camion agonisant, incapable de fournir le moindre effort. Alors, une décision s'impose. Le lieutenant John Off de Bir 1 qui commande la mission vient de livrer un verdict désarmant pour cet adjudant à la retraite qui reconnaît les efforts de ses cadets.
Le contenu du camion sera vidé. Le vieil homme sous le choc est embarqué. Dernier regard. C'est le seul patrimoine qui entretenait jusque-là les vieux jours du sexagénaire. Au total, 4 camions en panne ont dû être abandonnés dans le bas-fond avant la poursuite du convoi. Cette caravane de l'espoir pour des populations meurtries. Nous sommes à près d'un mois de calvaire. Fada Kantiari, 134 km, est appelé l'axe de la mort. Ce convoi de tous les dangers qui a laissé derrière lui déjà plusieurs incidents aborde ici la direction sud de la cité frontalière. Dans cette partie du pays aux portes du Niger et du Bénin, c'est le seul axe bitumé en 2021 et qui mène à Diapaga. Mais à peine ouverte à la circulation, l'infrastructure va subir le courroux des terroristes très hostiles au développement. Ils ont dynamité tous les ponts du sentier. Alors, pour avancer, il faut être ingénieux et très prudent. C'est la saison pluvieuse. Sous le ciel menaçant, nous affrontons l'inconnu. Dernier obstacle avant Diapaga. Même saboté, cet imposant pont du Boudiéré demeure un passage obligé pour ravitailler les principales communes de la Tapoa. Le génie militaire colmate ici la brèche et ouvre le passage au bout de quelques minutes de travaux. Le temps presse. Les derniers véhicules se lancent. Au bout du trajet de 60 km, Diapaga nous accueille en liesse populaire. Les rares moments de choix ici, c'est l'armée qui les offre aux populations avec ses longs convois de ravitaillement. Les combattants sont exaltés comme des sauveurs au coin des rues à peine éclairées. Il est 23 heures passées. Notre aire de repos est au-delà de la pénombre. La mission est à sa 5e étape dans une zone pas du tout simple. Encerclée, Diapaga est presque à sec. Voilà bientôt 7 mois qu'elle n'a pas été approvisionnée en denrées de première nécessité. La localité est tellement difficile d'accès que le prix s'envole. La vie y est plus chère qu'ailleurs. Il y a peu, il fallait débourser entre 60 et 75 000 francs CFA pour s'offrir le sac de 50 kilos de riz. Les commerçants véreux profitent de la situation et les habitants de la commune payent au plus fort leur isolement. Entre-temps, le sac de 50 kilos de mil a été vendu à 150 000 francs CFA. Avec l'arrivée du convoi, l'espoir est revenu. Mais pour combien de temps? Ici, le seul lien avec l'extérieur, c'est l'armée qui fait autant de ravitaillement qu'elle le peut. Mais à chaque fois, c'est un enfer. Depuis des semaines, les fantassins se battent pour acheminer médicaments, carburant et vivres dans cette région où les populations souffrent. Parce que les terroristes harcèlent les positions de l'armée et ses supplétifs VDP. Ce rempart qui assure la sécurité des paysans en plein travaux champêtres. La pluviométrie est bonne et le feuillage ici rassure. Le défi majeur peut-être va être la moisson. Les terroristes menacent de piller et d'incendier les récoltes. Alors, le vœu des populations est qu'un large ratissage permette d'étouffer ces velléités des suppôts du crime qui rôdent autour de la ville. Sous le drone de surveillance, les voici à moins de 2 km de notre position. Ils nous croient en partance pour Namouni, leur fief, qui est à 18 km de notre part. Le sous-lieutenant Logan commande une action de dissuasion avec ses hommes déterminés à en découdre avec les terroristes. Donc nous on va frapper. RPG, mortier, 12, 7, 14, Furieux, qu'il bouge. les blindés avancent et tirent. Le mortier achève la manœuvre et c'est la débandade. Les hommes de la brousse viennent de quitter leur cachette.
les prémices d'une opération d'envergure pour les jours prochains. Le génie militaire à la manœuvre fin à coup de goder le sol. Les éléments du 33e régiment d'infanterie commando et les VDP renforcent leur position. C'est un tournant décisif dans la lutte antiterroriste qui s'annonce, dit-on ici, et maintenant, la guerre peut commencer. Après 11 jours d'escale studieuse, nous mettons le cap sur Parthiaga, 20 km plus à l'ouest. Le convoi chargé de ravitaillement en vivres, en médicaments et du nécessaire pour une campagne de vaccination avance péniblement. Chaque kilomètre est une lutte contre des routes impraticables et la menace omniprésente des mines artisanales. Malgré tout, certains conducteurs sans scrupules ont fait le plein des cargaisons. Des civils embarqués comme du bétail. Un business frauduleux qui rapporte 15 000 francs CFA par personne au mépris des consignes de sécurité. Avec ces civils, la manœuvre devient encore plus complexe, surtout en cas d'embuscade. Après une journée de route, le voyage s'achève au milieu de la nuit. Parthiaga, ou les puits des singes en Goulmachima. Dans ce décor de collines imposantes, le calme et la tranquillité sont de façade. Le 30 juin dernier, une attaque terroriste a visé le détachement militaire de la localité, également sous blocus. Cette expédition punitive a laissé le village méconnaissable avec ses nombreuses victimes collatérales et l'histoire rocambolesque d'un père de famille. Lui, par exemple, il avait enlevé du manioc. Comme il ne savait pas qu'à cette période, on ne peut pas manger le manioc, il a envoyé. Sa femme était allée pour rechercher la nourriture à quelque part. Maintenant, lui, il est allé, comme ça chauffait, il est allé chercher du manioc, venir préparer, donner à l'enfant. L'enfant a mangé, le major a pu récupérer un, mais le grand frère, lui, il est parti. Il est parti. Net, quand la femme est revenue, il avait pris son enfant. Sans ressources, chacun mange ici ce qu'il trouve, même si c'est mortel. La femme a pris les enfants sur... Le supplicié nous reçoit. C'est l'unique plat du jour en entendant les prochaines 24 heures. Ici, à chaque jour suffit sa peine. Des cases décoiffées par des flammes. Une scène de guerre et la vie d'un homme ruiné, résigné à vivre désormais dans la précarité et la solitude. À cette situation critique se greffe un drame humanitaire qui secoue ce territoire coupé du monde. À leur récent passage, les terroristes n'ont rien épargné dans la commune. Même pas le dispensaire où règne encore un climat de deuil avec des murs criblés de balles. Submergé par le travail, l'infirmier major du centre de santé nous reçoit. Seul l'agent de l'État en poste depuis novembre 2023 dans la localité, il représente l'unique espoir d'interminables files de patients qui affluent chaque jour. Voilà, c'est un monsieur qu'on a reçu. Ce vieil homme est venu pour une énième séance de pansement. Voilà, on a tenté de le référer. Jusqu'à présent, on n'a pas eu une évacuation sanitaire. Une mystérieuse maladie qui fait penser à une intoxication alimentaire qui tue en silence par là. Le 30 juin, et ça commence à gonfler comme ça. On m'avait dit qu'on mange les nyama. C'est ça que c'est. L'espoir de ce septuagénaire est sur un hélicoptère qui pourrait lui offrir une ultime chance de survie. Mais la demande est forte, nous explique l'armée de l'air qui multiplie les heures de vol sans le moindre repos. Le vieux homme mourra donc dans l'attente quelques jours après notre entretien. Dans ce centre de santé se côtoient enfants et adultes en lutte contre des pathologies diverses, la peau tendue sur les os. Ici,
Au moins 220 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. La faim sévit dans la commune. On a l'impression qu'on n'est pas au Burkina. C'est ce que je vous dis, mais quand vous allez dire ça, ils vont dire ça. Moi, en fait, j'ai un appareil qui est gâté. J'avais plein, si vous voyez, vous allez pleurer. Les larmes, en fait, on ne peut pas croire. Quand vous allez montrer ça, ils vont dire que c'est... D'autres vont dire que si c'est pas pareil, ils vont voir les gens pour dire non, lui on le connaît. Ils vont dire non, c'est pas au Burkina ici. Si tu prends les photos, il y a les fesses de l'autre que j'ai pris là. J'ai montré à Elimeri que c'est un militaire, il dit que c'est au Burkina, il dit que ça appartiendra ici. L'espoir n'est pourtant pas totalement enseveli. Nous sommes dans notre salle de malnutrition. Les militaires arrivés la veille ont apporté la vie. Rien que hier qu'on vient d'avoir les intrants nutritionnels, et ça c'est du PPN, et ça c'est du super céréal. Une arme redoutable contre la malnutrition. Ce matin, Saint-Pourri et son équipe sont au front pour traiter le phénomène. Conseil et distribution de compléments alimentaires avant une séance de vaccination. On a organisé une campagne de grand rattrapage pour les enfants de 0 à 2 ans. Voilà. Et c'est cette campagne que nous sommes en train de faire. Ça, c'est le vaccin contre le Penta. Voilà. Pour un enfant qui n'a jamais eu le vaccin. Cet enfant n'avait jamais eu le vaccin. Grâce au convoi, en tout cas, cet enfant a pu avoir quelques doses. Par Djaga, la commune martyrisée est désormais un symbole de résilience où même les cris stridents des enfants malnutris peinent à atteindre ceux qui pourraient les sauver. Parce qu'ici, tout n'est qu'épreuve. Même pour communiquer avec l'extérieur, il faut gravir des collines, élever des antennes de fortune dans l'espoir d'un signal. Les récurrentes incursions terroristes ont fini par priver la localité de téléphonie mobile qui marche. Et ici, on n'a pas eu, en tout cas, le rejet jusqu'ici. On nous avait promis, en tout cas, qu'il se pourrait qu'on rétablisse ça. Mais jusqu'à là, c'est resté promesse. Plusieurs fronts pour une commune qui manque de quoi se nourrir. Mais avec le ravitaillement, la population va pouvoir s'alimenter en tant soit peu. Dans ce magasin, 134 tonnes de vivres à distribuer à plus de 1000 ménages. Mieux que rien, dit-on ici, mais pas assez pour ces nombreuses bouches à nourrir. Voilà, ce que le convoi nous a apporté là, ça représente de l'espoir. Et si on n'arrive même pas, dans cette semaine-là, si on n'arrive pas à distribuer, il y a des gens qui sont déjà morts. Et si on ne distribue pas tout aussi, c'est pas simple. Il y a beaucoup qui vont mourir encore. Voilà, c'est pas simple. Rien n'est facile pour cette zone aux 1000 défis, mais qui résiste. « 35e jour de mission d'escorte. Le convoi se lance à nouveau pour Taouri et Bungu. C'est la destination finale. Les premiers kilomètres sont éprouvants. C'est un sentier de boue et avec les pannes, les mines et la forêt, les choses s'annoncent difficiles. Pick-up, remorque et blindé patauge dans les méandres de nos routes scabreuses. Cette piste a la mauvaise réputation de tueuse de véhicules. Pas plus que les conducteurs qui s'accusent mutuellement de mauvaise foi avec des camions en mauvais état et surchargés. Dépités, certains chauffeurs perdent leur sang-froid. C'est une question de nerfs au cœur d'une mission périlleuse. En réalité, cette partie de la forêt est infestée par des terroristes. Le camionneur tient à ne pas abandonner son bien à la merci des hommes sans foi ni loi. Seulement, ce n'est pas lui qui décide. Il faut bien négocier la boue au prix d'un travail acharné. Cela fait 2 jours
que nous peinons à avancer sur le trajet avec des pluies qui tombent de temps à autre. Des moments pour certains civils de se reposer et d'autres de prendre des forces avec un repas avant de s'attaquer à la boue et aux pannes. Ces ennemis, pas tout à fait invincibles. On demande si ça va aller. Si on arrive à Nadjamali, ça va. Ouais, je vais démarrer. Si on arrive à Nadjamali, là, ça va maintenant. Une destination toujours lointaine. Pour avancer, il faut savoir construire des routes en quelques heures. C'est une spécialité du génie militaire qui a su sa mission depuis le début de l'opération. La plupart des chaînes à la manœuvre sont issus de la vague des recrues de 2023. Ils ont le cœur à l'ouvrage. Sur la piste, Tractopelle et Commando font des efforts pour libérer tous les véhicules piégés par la boue et immobilisés par les pannes. Ici, chacun est appelé à mettre la main à la pâte. Faire agir les muscles, transpirer et vaincre l'impossible. La file d'attente est encore longue et la nuit arrive à grands pas. Nous sommes presque sur les derniers pas d'un voyage sans fin. Et le moindre kilomètre est une épopée. La plupart des véhicules sont assez vieux. Et il faut reconnaître aussi qu'il y a certains chauffeurs qui ne sont pas honnêtes. Ils surchargent plus que ce que leur véhicule ne peut prendre. Et ça joue vraiment parce que c'est comme vous l'avez vu. Il n'y a pas une route toute faite. Il y a beaucoup de dégâts sur les routes principales. Et ça joue vraiment si le camion est très chargé. Donc ça complique encore la manœuvre. Mais on fait avec. Vous voyez par exemple ce camion, il n'a pas assez de pression. On est obligé de le tracter pour pouvoir le faire sortir. Sinon il va empêcher les autres de pouvoir avancer. Laisse vous aller seulement. Ça ne va pas tomber, calmez-vous. Et désiré parmi les sinotroques là, Nadia Bouani au milieu est encore plus compliqué à toucher. Un chemin incertain sur lequel avancent péniblement des camions essoufflés. Le lieutenant Kaira et ses hommes, eux, puisent les dernières forces. Bien, merci. Serre maintenant. Après plusieurs temps de péripéties, on peut dire que c'est la dernière marche. Et on espère que ça va aller comme tout au long de la destination. C'est la nuit avec tous ces dangers. Les pannes se multiplient. Ce véhicule est à la traîne. Les esprits s'échauffent. Le dernier blessé de guerre aidé par la tractopelle fend difficilement l'argile. Certains, comme ce véhicule, n'ont pratiquement plus de souffle. C'est peu de dire que leurs conducteurs sont de sacrés vénards. Tous vont achever leur manœuvre à la lueur du jour. Nous voici à la destination finale. Taori. Une nature parée de ses plus beaux feuillages dans le viseur du terroriste. L'année dernière, la population avait été empêchée de cultiver. Pour cette campagne agricole, les champs sont verts et les habitants retrouvent l'espoir grâce aux actions des forces combattantes du détachement militaire de la localité. Après quelques jours d'escale pour des travaux de fortification, les unités amorcent le retour. Le tronçon choisi est surnommé le couloir de la mort. En 2019, un convoi y a été attaqué et depuis lors, aucune unité de l'armée ne l'a emprunté.
Alors il faut craindre une embuscade et les engins explosifs improvisés. Quelques kilomètres, et déjà le convoi bute sur ses premiers obstacles. La voie est réparée pour la suite, mais rien ne rassure. Le blindé de tête vient de sauter sur une mine. Nous étions juste à quelques mètres. Le chef de bord sort d'un voile de poussière. Le sergent Nolan est indemne. L'équipage a de la veine. Tous les éléments sont en vie. La scène du crime indique que les terroristes ont décidé à nous freiner la progression. Le blindé est embarqué pour la suite du trajet qui enregistre un deuxième incident à quelques mètres. 3 mines sur un rayon de 2 km. Un mauvais présage qui n'entend pas le moral des hommes qui détruisent leur 4e engin explosif. Le 18e depuis le départ. Nous sommes dans un sanctuaire terroriste et les pieds doivent négocier le sol à chaque centimètre. Parce qu'en réalité, les traces de moto et les mouvements d'éléments isolés présagent un grand danger. Et d'ailleurs, nous sommes déjà dans l'antre du diable, sinon presque dans le dispositif d'éléments terroristes embusqués. À moins de 100 mètres de nous. Le vacarme assourdissant. Impossible de savoir ce qui se passe sous ce ciel orageux. Roquettes et fusils mitrailleurs. Les salves viennent de partout et l'ennemi est invisible, caché dans la forêt. Percuteurs et son mortier agissent. La moto, une serre d'appui est déjà criblée à son réservoir. Sans doute l'œuvre d'un sniper. Et nous voici coincés entre les rafales, ces balles réelles qui pleuvent sans cesse. Une scène de guérilla d'une violence unie avec la mort en face. Dans les bois et sur la piste, c'est la terreur. Le sous-lieutenant Logan et son chef de section Faucon coordonnent la riposte au sol. La bataille prend forme avec le commando d'appui qui manœuvre en blindé. Le lieutenant Kaira monte ici à l'assaut d'un ennemi pressé de faire un carnage, mais impossible. Une partie des fantassins prend le risque d'une diversion. C'est de l'infanterie pure et dure avec cette tactique qui résout cette équation majeure de la manœuvre. Combattre ou protéger les civils qui courent le risque de se faire massacrer. Déjà, un commando de choc aux ordres du lieutenant John North et ses sous-lieutenants Joker Blocus et Grace assurent la protection des civils à l'arrière du convoi. Nous sommes au cœur d'une embuscade complexe. L'ennemi tire à l'aveugle. Caméra au point. Nous vivons l'instant qui peut être fatal. Ces images sont pour l'histoire. Les éléments décident de nous exfiltrer de la zone des combats. L'ardent tourbillon du 5e bir nous fait embarquer pendant que les combats montent en intensité. L'élément, alors de nous ramener à la base, 18 km plus à l'est. Hors de la pick-up, la riposte tient par sa rigueur mais aussi le serment. Il faut tout faire pour empêcher que les terroristes déchaînés n'atteignent le lot des civils tourmentés. Ici, les tirs sont sans répit. Nous nous rendons de plus en plus compte que les terroristes ont jalonné le convoi sur plusieurs kilomètres et tentent désespérément de le couper.
Un panache de fumée s'échappe. Nous sommes bien dans l'antre du diable avec la forêt et la boue. Le repli est obligatoire pour ces nombreux civils protégés par les militaires. Mais là encore, rien n'est facile. Hors de la chaussée, les véhicules s'embourrent. L'élément est téméraire, mais la pick-up ne tient plus. Le véhicule vient de nous lâcher dans un bas-fond. Nous devons alors débarquer. Avancez. Ce groupe de combattants rassure les suppliciés affolés. Certains ont même abandonné leurs enfants, très vite récupérés par les militaires. Maman, attends, faut t'arrêter. Attends comme ça, ne sois pas fou. Viens. Restez comme ça. Oui, descends. Venez. Venez comme ça. Venez. Ces guerriers sont décidés à appuyer la riposte qui dure depuis des heures au cœur de la jungle. En blindé, nous continuons le trajet sous la pluie défavorable pour l'action des vecteurs aériens en position de combat. L'adjudant Wangari et son groupe couvrent ici les arrières de la foule de civils. La féroce bataille derrière nous a duré plus de 3 heures. L'ennemi, sorti par milliers, a enregistré des pertes importantes dans ses rangs pendant les combats et les frappes des drones qui ont duré toute la nuit. Au lendemain, nous voici héliportés par l'armée de l'air pour regagner Ouagadougou. Désormais, le pire est derrière. La plus complexe et violente embuscade de l'histoire du terrorisme au Burkina, avec une vingtaine de héros et quelques civils tombés et des dégâts matériels. Nous repartons alors avec un ressenti. La douleur du deuil, mais aussi avec l'espoir que nous venons de vivre sans doute les derniers soubresauts d'un ennemi en agonie. Dans cette jungle, l'histoire glorieuse de Diaba Lompo, digne héritage qui, selon la légende, restera pour l'envahisseur une citadelle imprenable. Car l'armée est bien décidée à défendre les lieux et à mener sa guerre de haute intensité et à la gagner. Et bien évidemment, la bataille ne fait que commencer. L'Iradan Philippe Ada qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ada. Bonsoir Béni. Alors très ravi de vous retrouver. Vraiment ravi de vous retrouver également parce que on avait eu devant de ce qui s'était passé au cours de cette mission. Il y a eu pas mal d'informations, pas mal de nouvelles qui ont circulé et finalement vous êtes de retour parmi nous. Oui, on rend grâce à Dieu. Et c'est vrai que c'était très difficile, il faut l'avouer, mais je suis revenu sain et sauf. Je suis sorti indemne, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Alors, c'est un grand reportage qui fait quand même assez froid dans le dos. Le désespoir, la désolation
que vivent ces populations dans le Grand Est? C'est la triste réalité de cette guerre, malheureusement, et cette mission m'a permis de comprendre encore plus et de pouvoir exposer aux yeux des Burkinabés ce qui se passe à l'intérieur, avec les efforts des forces de défense et de sécurité qui tentent de soulager ces populations. Il faut dire que Tcharima 2, il y a eu d'abord Tcharima 1 l'année dernière, et 2, cette année, nous sommes partis de Fada le 27 juin 2024, et c'est au bout de 42 jours que nous sommes arrivés à destination, c'est-à-dire à Taouri, et l'objectif c'était de ravitailler cette localité, les populations de cette localité à partir de Tanwalbougou, on a Ougarou, on a Machakwali, Kanchari, Diapara, Parchaga, Taouri et Bungu à côté, là où se trouve la mine d'or. Et ce sont des réalités qui contrastent véritablement avec ce que l'on voit dans les grandes villes comme Ouagadougou, où les maquis sont pleins à craquer, où il y a de la musique un peu partout. La bière coule à flot. Alors, effectivement, quand on revient de l'intérieur du pays, on voit tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. On est souvent révolté. On se demande si c'est le même pays. À l'insouciance, on se demande si vraiment on est dans le même pays, où certains pensent que, voilà, peut-être soit rien n'est fait ou bien, bon, il n'y a rien, il n'y a pas de difficulté. C'est vrai que quand on regarde ce qui se fait et ce qui reste à faire, on se pose beaucoup de questions. Et là, ça me permet de parler quand j'étais sur le terrain. Avant même, on va certainement en parler, l'embuscade, j'étais tellement révolté jusqu'à ce que la difficulté s'amplifie avec ce qu'on a connu comme incident. Alors, vous n'avez pratiquement pas de route. Vous avez dû le voir dans l'état des le voies, reportage. oui, on l'a vu dans le grand reportage. Oui. Et c'est ce qui a certainement conduit à cette durée du voyage, 42 jours. Tout à fait, parce que je vous prends l'exemple à l'entrée d'Ougarou, on était juste à 3 km d'Ougarou, sur un périmètre de un tronçon de... on a dû contourner parce que le pont à l'entrée d'Ougarou a été dynamité, donc on a dû contourner, et dans ce contournement, on est tombé, en tout cas dans une sorte de marécage, donc les véhicules s'embourbaient, et c'était très difficile. On a passé pratiquement 4 jours à l'entrée d'Ougarou. On voit le village, mais on ne peut pas rentrer. On a fait 4 jours. On dormait sous des porte-chars, à la merci des moustiques, de tout ce que vous savez, les intempéries. Et c'était vraiment le calvaire, jusqu'à ce qu'on arrive à passer. Et quand vous vivez cette situation, vous voyez, il n'y a pas de route. Et il y a des nids de poules partout, et ça complique encore davantage la progression parce qu'il y a les mines aussi. Exactement. Et avec la saison pluvieuse, les gens sont obligés de vider d'abord les nids de poules, checker, c'est-à-dire chercher s'il n'y a pas de mines à l'intérieur avant de pouvoir progresser. Donc c'est vraiment le caméléon même plus rapide que nous. Pas de caméléon. Ouais, donc, 42 jours pour moins de 300 km, ouais, c'est énorme. C'est énorme parce que on était confronté à cette difficulté. Voilà, Ada, vous l'avez dit tout à l'heure, on va parler de cette embuscade qui a été tendue à tout le convoi, cette attaque que vous avez subie. C'était sur le chemin du retour. Oui, dans le couloir que vous avez appelé couloir de la mort, une voie abandonnée depuis 2019. 2019, et alors on a amorcé le retour, et dès qu'on a pris la route, on est tombé sur plusieurs incidents, mais on sentait toujours de la détermination dans les faits et gestes des hommes. Et ça s'est passé au moment où on cherchait même la possibilité de pouvoir camper et attendre demain. Parce que, bon, il nous restait encore quelques kilomètres. Il nous restait pratiquement une quarantaine de kilomètres pour atteindre Ougarou.
Donc on cherchait un endroit pour camper en attendant de pouvoir... et là, je peux dire Dieu merci, parce que dans le scénario ou les scénarios qui avaient été ficelés par les terroristes, c'était de nous attendre, camper et certainement nous prendre la nuit ou au petit matin. Vous encercler nous encercler. Alors, il y a aussi cette possibilité qu'ils avaient de pouvoir laisser, ils attendaient que tout le convoi sur 20 km rentre pour pouvoir encore nous prendre. Donc il y avait vraiment, je pense, 3 scénarios dans les communications que nous avons pu intercepter. Alors, donc, une embuscade dans même les plus grandes armées du monde font face à des embuscades. Pour cette fois-ci, je pense que plusieurs observateurs disent que c'est la plus importante embuscade depuis l'avènement du terrorisme au Burkina Faso. Et donc, l'Iradan, Philippe Ada, les hommes qui étaient avec vous ont fait preuve de courage et même de témérité. Absolument. Absolument. Quand j'ai vu de la manière dont ils ont manœuvré, surtout dans la riposte, c'était vraiment un courage extraordinaire et à un moment donné, j'ai cru que c'était des immortels. Vous voyez des gens qui avaient la possibilité de démonter. Certains avaient la possibilité de démonter. J'ai des histoires comme ça, des témoignages de beaucoup qui pouvaient décrocher facilement et pouvoir peut-être se mettre à l'abri, mais ils ont tenu jusqu'à ce que la suite de l'histoire soit connue. Malheureusement, ils sont tombés les armes à la main. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de civils. Vous savez, et ça me permet de parler de cette situation souvent qui est incompréhensible. Parce que les populations, l'ordre avait été donné que les populations restent. Les officiers, les militaires ont tout fait pour que les populations, les civils qui étaient dans le convoi ne puissent pas embarquer. J'ai l'exemple à Diapaga plutôt, d'un conducteur qui a embarqué 160 personnes. Et ce sont les cris des enfants qui étaient en train de s'évanouir là. Et c'est un transport non gratuit. Payant, un transport payant. Oui, 15 000 francs. 15 000 par personne. Diapaga à Fada. Voilà. Donc, lui, il a embarqué jusqu'à 160 personnes. Et ce sont les cris des enfants qui ont alerté les officiers, les militaires qui sont allés. Et quand ils ont ouvert la bâche, ils ont trouvé, mais c'était une image ahurissante. Et ils ont fait descendre tout le monde. Et pendant qu'ils étaient en train de discuter avec le chauffeur, il a trouvé le moyen de faire monter une trentaine de personnes encore. Le non-respect des consignes. Le non-respect des consignes, pour la cupidité, je ne sais pas ce qu'il faut, c'est inqualifiable. C'est la recherche effrénée du gain. Et la gendarmerie immédiatement est venue et s'est chargée de la question et l'a embarqué. Et lui, il n'a pas pu prendre la route avec nous. Et les populations sont un peu désespérées aussi et c'est la raison pour laquelle elles veulent quitter leur localité pour trouver refuge dans les grandes villes. Il y a peut-être ça, mais je pense que de plus en plus, il y a des efforts qui sont faits pour que ces populations soient rassurées et soient ravitaillées, approvisionnées en denrées de première nécessité. Parce qu'en réalité, c'est quoi le problème? Et les populations pouvaient rester sans problème, mais c'est également, et on parlait de cupidité. Justement, l'accès difficile à cette alimentation, on l'a vu dans les images. Dans les images. Et le prix excessif des denrées. Voilà, il y a certains, je ne dirais pas tous les commerçants, il y a des commerçants qui sont honnêtes, qui arrivent et qui soutiennent les populations, mais il y en a, malheureusement, le plus grand nombre, et ils arrivent avec peut-être un sac de riz qui coûte peut-être 20 000 francs à Ouagadougou, ou 25 000, moins de ça, ils arrivent, ils multiplient par 3. Vous avez même parlé d'un moment où on vendait le sac de 50 kg de 1000 à 150 000 francs. Ça, c'est le témoignage, par exemple, d'un
responsable militaire qui a dit qu'à un moment donné, il a dû acheter à 150 000 francs CFA le sac de 1000. De 50 kg. De 50 kg parce qu'il manquait. Parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait plus rien. Et les gens, à ce moment, consomment voilà, tout ce qu'ils trouvent dans la nature, les feuilles et autres, le manioc sauvage. Et vous avez dû le voir, c'est ça qui a créé, qui est cause des maladies à Partiaga. Comme on l'a vu, ce vieux qui est décédé parce qu'il avait une intoxication. Une intoxication, voilà. Donc, c'est vraiment... je pense que les commerçants, tout le monde doit travailler à ce que cette situation-là vraiment soit un vieux que souvenir. Ça relève du passé. Ça relève du passé, parce que ça ne sert à rien de faire de la surenchère, d'augmenter les prix, créer l'inflation. Certains font de la rétention de denrées et ils attendent. Exactement, ils attendent qu'il y ait de la rareté sur le marché et ils augmentent les prix. Ils augmentent maintenant les prix. Je vous prends un exemple. C'était aussi à Diapaga. Et en ce moment, les forces de défense et de sécurité ont vraiment pris leurs responsabilités. Elles sont allées casser certaines boutiques pour sortir des vivres. Ils ont trouvé dans une boutique au moins 40 tonnes. Stockées. Alors que dans la ville, vraiment, c'était la croix et la bannière pour pouvoir même avoir à manger. Et alors, ils ont dû saisir ces vivres-là et distribuer aux populations qui étaient vraiment affamées, à bout. Et malheureusement, je ne sais pas, il y a le témoignage d'un policier qui dit qu'actuellement, il est poursuivi par le procureur parce qu'un commerçant est allé le convoquer. Et là aussi, il faut que les gens essaient de relativiser, de contextualiser. Mais je pense qu'il y aura des enquêtes qui vont permettre de situer la réalité des choses et de situer les responsabilités pour tout un chacun. Alors, on a vu également ces enfants qui manquent de tout, des nutriments de base qui sont totalement amaigris. Et on le voit dans les images, c'est ce qui a été envoyé par le gouvernement. Oui, dès que je suis rentré immédiatement, l'alerte a été donnée. Et les autorités ont rapidement envoyé des produits. Et vraiment, c'était la joie à Partiaga. Et les populations sont venues, elles ont été servies. Et c'était vraiment la joie. Et ça aussi, ça veut dire qu'il va falloir que permanemment, souvent les informations montent jusqu'au sommet pour que il y ait des réactions assez rapides. Des réactions, parce que souvent il y a certaines situations qui ne sont pas trop connues. Et là, on va dire non, ça c'est le problème d'un tel. Pourtant, en réalité, si tu ne vends pas ta maladie, tu ne peux pas trouver le remède. Alors, l'Iradan Philippe Ada, on a également vu cet infirmier en chef. Vous l'avez dit dans le reportage, le seul agent de l'État en poste depuis 2023. Oui, quand on fait le tour, on est un peu désespéré. On arrive dans certaines localités, on a encore de l'espoir. Et cette personne, cet infirmier m'a donné l'espoir voilà, que la situation n'est pas aussi dramatique. Parce qu'il y a des gens qui font face. Et lui, il est là depuis pratiquement novembre. Il m'a dit quand il arrivait, il pesait 116 kilos. Mais quand vous le voyez aujourd'hui, il a complètement fondu. Mais parce qu'il court, il est au four et au moulin pour apporter le réconfort à toutes ces populations. Voilà, il est soutenu par deux agents qui sont recrutés, eux, par la commune. Donc, c'est vraiment une personne spéciale dans le reportage à côté des forces de défense et de sécurité. Et il m'a beaucoup touché par sa résilience et sa compassion pour les populations. Alors, Ada, dernière question. Le numéro, on l'a vu. Vous l'avez voulu d'hommage pour toute cette vingtaine de forces de défense et de sécurité tombées sur le champ du combat. Et également, il y a eu
de bonnes nouvelles aussi. Il n'y a pas que des notes tristes pour Kyarima 2. Je pense à ses camarades, parce qu'ils m'appellent camarade. Et je pense à Vegem. On voit les images qui défilent, oui. Chaka, voilà, Chaka par exemple, quand on était à Diapaga, il nous a informé que sa femme venait d'accoucher. Sa femme a accouché quand on était à Diapaga et c'était la joie dans le groupe. On le félicitait et on souhaitait qu'elle puisse regagner sa famille rapidement pour pouvoir voir son bébé. Et malheureusement, il y est resté. Il y est resté. Et c'est lui que nous voyons à l'écran, là. Alors, difficile de commenter tout ceci, on comprend l'émotion. Madame, Monsieur, 52 sur la RTV2 ce soir va se refermer ainsi. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver très bientôt pour d'autres numéros, d'autres informations, puisque l'IRADA, Philippe Ada, repart dans quelques jours, bien sûr, sur le terrain. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Planète Enfant 2024-2025 reprend du service. Planète Enfant, votre émission hebdomadaire d'apprentissage et de divertissement par les enfants et pour les enfants est de retour pour cette année scolaire 2024-2025 dans ses plus belles parures. Et oui,